Eh, Ouais. est-ce que toi aussi à la cantine, tu regardais au fond du verre pour savoir quel âge t'avais? Ah bah oui, bah évidemment. Ouais, tout le monde l'a Bah fait, ouais, hein. c'est clair. Ah, les doux souvenirs d'enfance. Mhm. J'ai été voir sur duralex.com. Alors, en fait, le numéro que tu trouves au fond du verre, c'est le numéro du moule dans lequel le verre a été produit. Comme ça, mais- en fait, en cas de défaut de fabrication, ça permet d'identifier facilement la source du problème, quoi. Quelle information décevante. C'est, On voilà. nous aurait menti, quoi. Exactement. Des fois, la vérité a le don de rendre un souvenir d'enfance très nul. Mais par contre, est-ce que tu veux un petit secret? Vas-y. On ne peut pas avoir plus de 50 ans dans un verre Duralex, et ça, c'est beau. Je me fume une clope et puis des trucs comme ça quoi. Pas mal, c'est français. Ah, j'ai donné à boire à Polo. C'est un bon compagnon, Polo. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Thérèse. Je t'encule, Thérèse. Je te prends, je te retourne contre le mur, je te pèse par tous les trous, je te défonce. Je te mets, Thérèse. Et alors, où allons-nous les gars? Dans ton cul. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Ton Culture, le podcast qui va au fond des choses. Ou pour nos éditeurs québécois, le balado qui te casse tout là-dedans, tabarnak. Comme tous les 15 jours, c'est un plaisir sans cesse renouvelé de vous retrouver pour vous raconter des trucs très intéressants, de sujets aléatoires à la fois. Et pour cela, je ne serai bien sûr pas seul, car je serai accompagné de mon dude, mon vieux gars, qui m'a promis qu'il continuerait dans Ton Culture tant qu'il n'aurait pas fini le DLC d'Elden Ring. Rassurez-vous donc, le réchauffement climatique nous butera avant que notre émission ne s'arrête. Je veux bien sûr parler de Sam, comment vas-tu bien toi là? Bah, ça va très bien. Je te remercie de remuer le couteau dans la plaie. Bien mais sûr. ça va très très bien. Je suis sûr qu'un jour t'y arriveras. Mais oui, c'est sûr. Et toi, comment ça va? Je me sens très bien, comme durant ces jours où le vent ne s'engouffre pas dans les allées étroites et les rues bondées de Dublin. Ça fait partie de ces moments rares où la Liffey ressemble à un miroir, et je vais pas aller plus loin parce que j'aime pas trop le slam en fait. Oh là 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 là. Mais ouais, ça, j'ai pensé à Tu ça. m'as transporté au début des années 2000, là, Bah c'était ouais, mais bizarre. c'est parce que je me suis dit que c'est vrai que c'est vraiment très très rare les moments où la rivière ne bouge pas du tout, où il y a zéro vent. C'est Ça vrai. n'arrive jamais. C'est vrai, c'est vrai. Je me suis fait une autre réflexion. Alors je pense que ça c'est propre à toutes les grandes villes, mais quand tu veux te déplacer d'un endroit à un autre en tant que piéton, Ouais. souvent ça va beaucoup plus vite quand tu ne respectes pas les feux des Oui, piétons. alors ça, c'est oui. Voilà, c'est une vérité, exactement. Et en final, des fois, t'as l'impression, justement, en tant que piéton, si tu dois attendre que le feu passe au vert pour traverser à chaque fois, c'est un peu comme de respecter les feux dans GTA. Peut-être tout le monde a déjà essayé de faire n'a ça, aucun sens. et c'est tellement chiant. Ah, absolument. Voilà, donc si vous aussi vous traversez au rouge, faites-nous le savoir. Ouais, mais là, ton argument tient pas, excuse-moi, mais parce que dans GTA, t'as déjà essayé de rouler, genre, avec les limitations de vitesse? Oui, C'est insupportable. c'est horrible. Donc, cet argument peut pas vraiment s'appliquer aux automobilistes, parce que sinon, bon, voilà, ce serait vraiment Ce serait vraiment totale. terrible. Non, là, je parle que des piétons. Hein. Ouais, ok, ouais, d'accord. ok. Après, faites gaffe avant de traverser, il y a quand même moyen de décéder. Bon voilà, c'est cool, mais pas autant que les sujets qui nous intéressent aujourd'hui. Alors attaquons tout de suite. Depuis la nuit des temps, les hommes ont voulu se rapprocher pour se rencontrer, commercer, établir des relations diplomatiques, et pourquoi pas se laisser aller à des élans charnels via des parties de ça va ça vient d'une fougue intense. Quoi de mieux pour cela, et lorsque la distance n'est pas trop importante, que de construire un pont pour relier les hommes. On dirait un peu un slogan, c'est les entreprises de télécommunications des années 2000. Mais grave, mais... Genre pour relier les hommes. Ou alors le nucléaire. Pour détruire les hommes. Ouais, non. Non, ou tu sais, connecting people. Ouais, voilà. Alors on va bien sûr parler des ponts, et je vais commencer par le tout début avec la définition que j'ai trouvée sur le site biblus.com. Alors biblus.com, c'est J'ai un jamais site, entendu parler. c'est normal, c'est spécialisé dans la construction et le génie civil. Oh. La construction d'un pont permet de franchir des obstacles naturels ou artificiels, tels que des rivières, des lacs, des routes, des vallées ou d'autres discontinuités géographiques. Un pont peut ainsi être défini comme une œuvre d'ingénierie ayant pour but de relier deux points séparés afin de permettre le passage en sécurité de personnes, de marchandises et de véhicules d'un côté
à l'autre. Ah bah je savais pas, tu vois. Déjà, Voilà, tu m'apprends quelque chose. C'est bon, là tu sais Ouais, vraiment ce ouais. que c'est qu'un pont. Ouais, parce que je me suis toujours demandé qu'est-ce que ça foutait là, les ponts, mais ok. Là merci. c'est bon, c'est clair. Ouais, c'est bon, ouais. C'est bien, maintenant, poursuivons. Les premiers ponts étaient simples et utilitaires, utilisant des matériaux naturels tels que des rondins, des lianes ou des peaux d'animaux. Alors des animaux assez grands, hein. Évitez le pont en peau de hamster, ça peut Ouais. Il faut beaucoup ça de peut être hamsters. vachement long, hein. Un hamac éventuellement. Les premiers ponts ont été construits par les civilisations anciennes d'Égypte, de Mésopotamie et d'Inde, un peu comme d'hab quoi, hein. C'est toujours là que ça Ouais. commence, qui utilisaient des rondins et des planches pour créer des passages simples au-dessus des rivières et des ruisseaux. Bon, là, pareil, on a posé un petit C'est peu clair, les bases. c'est clair. Après tout, tu prends une planche, tu la mets au-dessus d'un ruisseau, paf, t'as un pont. Ouais. C'est un peu comme une crêpe au sucre. Peut-être, tu prends une crêpe au sucre. Tu prends une crêpe, mais du sucre, t'as une crêpe au sucre. Voilà. Voilà, exactement. Petite référence au bronzé, hein. Petite pensée pour Michel Blanc également. Alors, le plus ancien pont toujours existant est situé en Argolide, dans le Péloponnèse, en Grèce. Il s'agit du pont d'Arcadico, dont la construction remonte à l'époque mycénienne, vers 1300 avant Jésus-Christ, durant Vieux l'âge pont, du... c'est pas mal, hein. Mm. C'était durant l'âge du bronze grec. Ce pont est toujours utilisé aujourd'hui pour le trafic piétonnier et agricole, et il est donc en service depuis plus de 3000 ans. Alors, ouais. j'ai été voir les photos, c'est plutôt un lieu touristique, on va dire maintenant. Ouais, bah j'imagine. Et alors, la définition de pont, en gros, c'est un gros tas de cailloux enfoncés dans une colline avec un trou en dessous. D'accord, ok. Mais tu peux marcher par-dessus, donc c'est un pont. C'est un pont. Cependant, un article de la revue Communication Earth and Environment du 30 août 2024 parle de la découverte d'un pont dans une grotte sous-marine au large de Majorque. En analysant les éléments constituant le pont, ils ont pu dater sa construction à il y a environ 6000 ans. Waouh. Ça, c'est un- Attends, un pont dans une grotte sous-marine. Exactement. Ah, c'est fou ça. Donc, je sais pas, une situation de troglodyte, peut-être. Les reptiliens, moi je dis. Hein. Des reptiliens, Les ouais. reptiliens, mon Ou tu gars. sais, les mecs, les aliens dans The Descent. Ouais. Un truc comme ça. Ouais, absolument. Oui, oui. Mais qui faisaient quand même des ponts, hein. Ça n'empêche pas, hein. Ils peuvent tuer des gens. Ouais, mais ils d'accord, peuvent, ouais. Donc vivement la prochaine découverte, le pont de 10 000 ans au fond d'un volcan. Moi j'ai vraiment très Ah, très hâte. grave. Ah, autant Trop hâte, mettre, trop hâte. Hop là, on remet la barre un peu plus haute. Alors il existe plusieurs types de ponts, chacun ayant ses propres caractéristiques et utilisations. Voici quelques-uns des plus communs. Le pont en arc, qui utilise en fait des arcs pour soutenir sa structure. Ils peuvent être faits de pierre, de béton, de métal. Ils sont souvent utilisés pour traverser des vallées ou des rivières larges. L'un des très grands exemples de pont en arc, c'est le pont du Gard. Les aqueducs notamment. Ouais. C'est vraiment là, on peut pas faire plus classique dans le genre. Le pont à poutre. Alors, je dis pont à poutre, et il faut pas faire la liaison, parce que si tu dis pont à poutre, on dirait la capitale de la Guadeloupe. Ceux-ci utilisent des poutres horizontales pour soutenir la structure. Les poutres peuvent être en bois, en acier ou en béton également. Les ponts à poutre sont utilisés pour les distances les plus courtes et sont courants pour les autoroutes et les routes secondaires. En gros, tu sais, c'est les ponts avec des piliers et puis le pont par-dessus, quoi. D'accord, ok. C'est à peu près ça. C'est clair. C'est ça. Le pont suspendu. Alors, celui-là, il est soutenu par des câbles suspendus à des tours. Et ils sont capables de couvrir de grandes distances et sont souvent utilisés pour traverser des très larges plans d'eau. C'est principalement pour ça. Le pont de Normandie est un excellent exemple de pont suspendu en France. Principal inconvénient, c'est que le remplacement des câbles est très compliqué et fastidieux, ça prend des mois et le pont est fermé. Bref, c'est relou. Ah ouais. Et finalement, il y a les ponts à haubans. C'est semblable à des ponts suspendus, mais sauf que là, les câbles sont fixés directement à des pylônes plutôt qu'à des tours. Ce type de pont est utilisé pour couvrir des grandes distances et peut être vu dans des constructions modernes. Par exemple, le viaduc de Millau, c'est un pont à haubans. T'as des pylônes, Ouais. hop, et t'as les câbles de chaque côté comme ça. D'accord. On peut également citer le pont de l'Iroise à Brest, qui traverse la rade, et le pont Samuel Beckett à Dublin, qui est un pont à haubans, sauf que là, il n'a que un hauban, puisqu'il est en forme de harpe. c'est normal, on aime bien les harpes en Irlande. Ouais, on aime bien ça. Le pont Hong Kong Zhuhai Macao, achevé en 2018 et qui, comme son nom l'indique, redit Hong Kong à Macao. à Macao, Ouais, exactement. d'accord, ok. Attends, tu m'as fait bugger. Il est le plus long pont maritime du monde d'une longueur de... Eh bien, Sam, de combien de kilomètres? Oula. De 35 kilomètres, de 42 kilomètres, de 55 kilomètres, ou de 69 kilomètres, vilain. 35 km la plus petite distance. Exactement. Ah, c'est déjà énorme. Bon, allez, on va dire 42 km, c'est ça? Ouais. On va dire 42 km. Et c'est une mauvaise réponse. Oh. Non, il fait 55 km. Pour que tu te représentes ça bien, et dans une échelle que tu connais, ça fait à peu près la même distance que Rennes-Dinan.
D'accord. Ok. Voilà, c'est quand même pas mal, hein, ça fait. Ouais, c'est excessivement long. C'est quasi, mais pour moi, à mon échelle, c'est quasiment la distance Quimper-Brest. Pour moi, ça fait un sacré pont. Ouais. Alors, C'est bien de remettre les choses à l'échelle. Tu vois là humaine. direct, Ouais, on voit ouais. tout de suite de quoi on parle. Mais donc ça, c'est le plus long pont du monde. C'est le plus long pont du monde. Ah ouais, ça déconne pas, quoi. Et il présente des solutions d'ingénierie innovantes pour résister aux typhons et aux tremblements de terre, parce qu'évidemment là-bas ils ont ça. Ouais. Et il est composé d'une série de 3 ponts à haubans, d'un tunnel sous-marin et de 4 îles artificielles. Elles ont pas fait les Donc choses. alors à moitié, oui, on va dire que c'est un pont. Bon, il est en plusieurs parties, mais enfin, vas-y faire un pont de Ouais, c'est de clair. 55 km. Alors comment construit-on un pont ? Alors je vais pas te faire le détail de la construction. Pour ça, je vous renvoie vers le site Biblus qui explique ça. Biblus, bah oui. Biblus explique ça très très bien. Non, par contre, il y a un truc que je me suis toujours demandé dans le cas d'un pont à poutres, par exemple, tu sais, avec les piliers. Mhm. Par exemple, au-dessus de la mer ou d'un fleuve très large, il faut bien des fondations. Bah oui. Et ça, tu peux pas forcément le faire sous l'eau. Ah, ça, c'était un des grands mystères de ma jeunesse quand j'étais gamin. J'étais, mais comment ont-ils fait? Eh ben, prepare to be amazed. Alors bon, tu peux pas forcément creuser sous l'eau. Enfin, si tu peux, mais pour poser des fondations, tu c'est peux pas creuser évident. dans l'eau. Ouais, parce que du coup, l'eau, ça remet Bah, dedans. Et puis, voilà. tu vois, c'est comme de creuser dans du sale. En fait, ouais. Tu peux pas non plus larguer la base des piliers aux endroits précis. Tu vois, faut que ce soit très très précis quand Bah même. ouais, bien Tu sûr. vas pas mettre des hélicoptères qui vont lâcher des piliers. On c'est joue pas au Lego, là. Ouais, exactement. On n'est pas dans Minecraft, quoi. Et en fait, pour ce faire, la technique la plus courante consiste à créer une enceinte étanche au moyen de pales planches. Alors, les pales planches, ce sont des profilés en tôle, en fait, en forme de U ou de Z, qui sont très très longues, hein, de 10 à 12 mètres et larges de 60 cm. Et elles sont munies de serrures. Donc, tu formes un cercle avec ces trucs, tu les plantes dans l'eau, tu verrouilles, et ensuite, bah, tu vides l'eau à l'intérieur. Et tu écopes avec des seaux, quoi. Je sais pas ce Hop qu'ils là. Et une fois que les pales planches sont verticalement plantées dans le lit de la rivière ou du fleuve, à partir d'un ponton ou d'une barge, bah du coup on vient avec une grue poser le pilier ou le construire directement dans l'enceinte qui est sèche. Faut vraiment être motivé, hein, pour construire un pont. Hein. Ah grave, ouais. Bah les ingénieurs, total respect. Hein. Et ce qui fait que bah une fois que le pilier il est construit, pouf, on enlève les pales planches, l'eau reprend sa place et pouf. Et pouf. Et pouf. Donc c'est très impressionnant, n'hésitez pas à aller taper pales planches sur internet, du coup ça fait un trou dans la rivière en fait. Ah, je suis sûr que suite à cet épisode, des dizaines de milliers de personnes vont se précipiter sur internet pour regarder C'est quoi les pales planches, c'est quoi les pales planches. Alors, Sam, connais-tu tes ponts? Oui. Est-ce que t'es un peu calé en pontologie? Alors la pontologie, pas vraiment. Je mais sais pas oui, si c'est forcément le terme, mais c'est juste que j'ai pas réussi à trouver le terme. Oui, C'est je comme connais les philatélistes qui sont fans de timbres, les fans de ponts, j'ai pas trouvé. Non, les pontologues, les pontophiles, les pontophiles, on va bien les. Ouais, mais du les coup, ça... ponophiles. Ouais, non, mais ça se trouve c'est un ouais, terme parce différent. que pontophile, ça peut suggérer que tu peux avoir des relations intimes avec un pont. Après, on juge pas. Nous hein. ne jugeons pas dans ce On juge podcast. absolument pas. Vous faites qu'est-ce que vous Mais voulez. oui, j'en connais quelques-uns, évidemment. Ouais. Eh ben très bien, parce que du coup je vais te citer quelques ponts très connus et savoir qu'est-ce que ça t'évoque, voilà. Ok. À quoi ça te fait penser? Est-ce que tu D'accord. connaîtrais peut-être des facts sur ces ponts en question? T'inquiète pas, il n'y a pas de piège. Parce qu'on va commencer par le Golden Gate. Alors c'est le pont suspendu qu'on retrouve beaucoup sur Instagram et qu'on aime voir se faire déglinguer dans les films catastrophes. Ouais, c'est vrai. Avec la Statue de la Liberté et la Maison Blanche, c'est le monument qui prend souvent très très cher. Notamment dans San Andreas, Pacific Rim ou encore dans X-Men 3 quand Magneto l'amène jusqu'à Alcatraz. Et toi, le Golden Gate, ça t'évoque quoi? Bah c'est le pont de San Francisco, c'est ça? Exactement. Ouais. Tout ce que tu viens de décrire, en fait, c'est l'imagerie populaire américaine, souvent des films catastrophes ou Le plan monument. Ouais, voilà, exactement, ouais. Où c'est souvent le pont qui se fait défoncer et Quand il y a un tremblement de terre, tu le vois qui bouge. Ouais. Bah c'est on va dire l'iconographie des films catastrophes américains, quoi. Pour moi mais tu l'as déjà dit, donc voilà. Très bien, excuse-moi de t'avoir coupé l'herbe sous le pied. Passons Non, au pas de suivant. souci, aucun problème, mon gars. Sujet est très intéressant. Ah, je te remercie. Le pont de Brooklyn. Alors celui-là, toi, ça t'évoque quoi? Mon séjour aux États-Unis, parce que justement avec mon pote avec qui j'avais traversé les États-Unis, on était à New York et on résidait à Brooklyn. Et tous les matins, on traversait le pont de Brooklyn à pied. Et il est plutôt stylé, c'est un vieux pont. Hein, c'est un très vieux pont. Et on voyait de Manhattan au loin et tout, c'était... Ouais, moi ça m'évoque ça. Bah très bien, parce que moi ça m'évoque Godzilla. Mais oui, exactement, voilà, exactement. Ce Godzilla meurt dessus dans le chef-d'œuvre de Roland Emmerich avec Jean Reno. Il a été réhabilité depuis ce film-là, et honnêtement, je l'ai revu il y a pas si longtemps. Bah c'est vrai qu'il est pas si mal, hein, honnêtement. Ouais, ok, mais pas si mal, c'est le maximum que je lui donnerais. Hein. Ouais, non mais...
Je veux dire, il est quand même bien fait, quoi. Il est pas trop mal, mais bon. Bah après, bon, voilà, c'est sûr que les acteurs, enfin, toute l'histoire. Non, mais de toute façon, moi, tous les films avec Matthew Broderick, c'est terminé. Moi, je ne peux plus ce gars. Il y a alors le pont de Brooklyn, c'est quand même un pont qui apparaît dans l'intégralité des transitions de How I Met Your Mother, Friends et Sex and the City. Ah, bah oui. Tu vois, la petite transition, vous faites là, direct, t'as forcément le pont de Brooklyn derrière. Vrai. Et dans les films, on dirait que c'est le seul moyen de se rendre à Manhattan. Mais oui, c'est Manhattan. C'est le seul moyen. Bah d'ailleurs, dans le film Cloverfield, c'est le film catastrophe de... Ah, j'ai pas vu celui-là. Bah c'est un Godzilla movie, hein, de toute façon. Hein. Et le seul moyen de sortir de Manhattan, c'est en prenant le pont de Brooklyn. Et à ce moment-là, ils sont sur le pont de Brooklyn, et là, t'as la queue du lézard-géant qui arrive et qui le détruit. Voilà, comme donc, par hasard, ils peuvent plus sur le sortir pont de Brooklyn. Ouais. Et ben, tu sais quoi, moi j'ai voulu vérifier un truc parce que est-ce que c'est vraiment, parce que souvent c'est les gens qui arrivent par avion à New York et tout, et ils passent toujours par le pont de Brooklyn en taxi, souvent. Mais alors du coup, est-ce que c'est vraiment le moyen le plus rapide de se rendre à Manhattan? J'ai voulu vérifier. J'ai sorti une carte avec les temps de trajet. Donc là, je te l'annonce, c'est pas très radiophonique. Ah, il m'a sorti une carte. Oui, j'ai imprimé une carte avec le trajet. Alors donc tu vois, au sud-est, tu as l'aéroport de JFK. Ouais. Et le pont de Brooklyn est au sud de Manhattan. Et j'ai bien revérifié, le trajet le plus court, c'est en passant par le Bronx, au nord. Tu vois, ou éventuellement par le Queens. Attends, c'est ça JFK? Exactement. D'accord, et ça c'est la route la plus idéale? Oui, exactement. Bah, c'est contre-productif, c'est bizarre. Exactement, et en plus c'est complètement nul parce que certes tu passes sur le pont de Brooklyn, mais là pourtant le trajet le plus court c'est en train, c'est pas en voiture. Donc, la conclusion, parce qu'il faut bien quand même qu'il y en ait une par rapport à ce petit aparté, c'est que déjà mensonge. Hein, il y a quand même moyen, c'est beaucoup plus efficace d'arriver à Manhattan en passant par le nord, et puis peut-être que je suis allé un peu trop au fond des choses là. Peut-être un petit peu. les Keys des Key West en Floride. Donc au sud de la Floride, il est possible d'emprunter les 113 miles, donc ça fait 181 km quand même. Donc c'est une route allant de Key Largo à Key West, et c'est en passant par 42 ponts. Pour finir à aller voir le plus beau coucher de soleil du monde, censément. J'y suis allé, c'est vrai, il est beau. Il est beau. Il est très beau. C'est d'ailleurs également à Key West que tu trouves le point le plus au sud des États-Unis. Après, c'est Cuba. Ah, ok, ouais. T'es déjà allé, toi? En Floride? Ouais. Non, jamais eu l'occasion, non. C'est humide. Ouais, je suis allé en Louisiane, donc je pense que c'est à peu près... ça borde la mer des Caraïbes, quoi, ouais. Donc, enfin le golfe du Mexique, du moins. C'est à peu près la même chose. C'est genre 90% d'humidité, 35 degrés au minimum. Voilà, ouais, et en fait, la route des Keys, en fait, quand tu regardes ça sur la carte, tu fais, ouais, ça va, c'est cool et tout. 180 km, ça fait un sacré bout, hein. Ouais, c'est-à-dire que, du coup, au début, tu comptes les ponts, et après, tu dis... Ça doit bien faire un Rennes-Brest, ça. C'est à peu près ça. Ouais. On n'est pas loin d'un Rennes-Brest. Ouais. Plus, peut-être même plus, hein, franchement. Mais bon, bref, ouais. Mais l'échelle est bonne. Franchement, l'échelle est bonne. Revenons en Europe. Avec le Tower Bridge. Au cours des premières années de son histoire, ce pont était connu sous le nom de Tour de Londres, du nom de la prison royale qui se trouvait dans les tours. En fait, c'était un pont-prison. Mais oui, mais j'en parlais d'ailleurs, tu sais, dans un épisode sur... J'ai complètement oublié le sujet, c'est quand je parlais de Guy Fawkes, qui a voulu faire péter cette prison. Ah oui. Et ça avait échoué en fait parce qu'il s'est fait balancer, tout ça. Bah écoute, moi j'ai eu la même déception parce que je pensais parce qu'au bout du port, juste avant le port de Dublin, il y a le pont Tom Clark. Et Tom Clark, c'était un des instigateurs de la révolution de l'Easter Rising en 1916 ici. Et on m'avait raconté durant un tour que Tom Clark, il avait essayé de plastiquer le Tower Bridge. C'est pas vrai. Voilà. Malgré tout, ils ont quand même nommé ce pont-là le pont Tom Clark parce que c'est le pont le plus près de la Grande-Bretagne, juste pour les faire chier. Voilà. Petite crotte de nez. Voilà, c'est ça, petite, parce que les Irlandais, ils ont le sens de l'humour, hein. Le pont neuf, c'est le, comment dire, c'est un vieux pont c'est le plus vieux pont de Paris. Ah, c'est pas celui qui donne sur à Notre-Dame? Non, c'est pas celui-là? Si, je crois. Ouais, je crois que c'est celui-ci, ouais. Ouais, effectivement. Ah, j'ai pas regardé la localisation. Moi, j'ai regardé les faits. J'ai regardé les faits uniquement. Notre ami parisien pourra nous... Ouais, bien sûr. N'hésitez pas à nous corriger. Mais je pense qu'il mène à l'île de la Cité, il me semble. Alors, parce que en fait, quand tu tapes vieux pont sur Google, c'est celui qui sort direct.
Alors le Pont Neuf est considéré comme le plus ancien des ponts en pierre de Paris. Sous l'impulsion du roi Henri IV avec son cheval blanc, sa construction débute en 1578. C'est le plus long pont de la capitale à l'époque, c'est aussi le premier à traverser intégralement la Seine. Aucune habitation d'ailleurs n'était construite sur le Pont Neuf, parce que ça c'était assez fou. J'ai trouvé que j'ai vu une carte de Paris au moment où le pont était construit, et sur tous les ponts t'avais des habitations. Ouais, C'est-à-dire que mais ça c'était assez commun à l'époque en fait. c'était ce assez truc-là. commun, et d'ailleurs le Pont Neuf est le premier des ponts de Paris à accueillir des trottoirs. Ah. Voilà. 1500, Très ça c'est très intéressant. Ouais. Peut-être sujet d'un prochain épisode, les trottoirs. Les trottoirs, j'ai vraiment très hâte qu'on parle Mais des juste, trottoirs. petite parenthèse, quand j'étais allé à Florence, en Italie, Firenze, t'as un pont qui est un peu excentré, où en fait c'est un pont où t'as des bâtiments dessus. Ah mais que oui, tu mais peux- il est connu celui-là. Ouais, bah en fait c'est des bijouteries. c'est pas le pont de Tevecchio? Ah non, c'est encore autre chose. Honnêtement, je vais pas m'avancer là-dessus parce que je me rappelle plus du nom. Mais donc c'est un pont, un très vieux pont en pierre aussi également, et sur lequel t'as des bâtiments et t'as des bijouteries notamment. Et c'est là où les gens vont acheter leurs bijoux à Firenze. C'est de la classe. La classe quand même. Le pont de Sydney. Depuis Ouais, son ça me ouverture parle pas, en ça. 1932, il a réussi à captiver l'imagination de millions de touristes qui visitent Sydney, et avec le fameux opéra, Mhm. il est instantanément devenu l'un des symboles architecturaux les plus reconnaissables de tout le continent australien. Aussi probablement l'un des seuls, hein, parce que moi je connais pas d'autres monuments. Bah moi je connais des trucs géologiques, notamment j'ai regardé le film d'horreur Wolf Creek il y a pas longtemps, qui est assez dégueulasse. Donc si vous êtes amateur de gore et de violence, allez-y. Hein. Toi, tu penses au Red Rock, c'est pas ça? Non, c'est un cratère en fait. Le Wolf Creek, c'est le plus gros cratère d'Australie. Et puis, bon, ils en ont fait un prétexte pour faire un film d'horreur avec un serial killer, tout ça. Mais je connaissais même pas ce pont-là, quoi qu'il en soit. Eh ben, L'opéra, je le connais. Bah tu sais, c'est le pont qui, tu sais, qui surplombe la baie de Sydney, et en général on le connaît parce que c'est toujours le truc que tu vois au premier de l'an, parce que tu sais, l'Australie fête toujours le premier de l'an en premier, Ah, et tu vois toujours un feu d'artifice au-dessus d'un grand pont en métal. C'est Et vrai. bah c'est celui-là. Ah, d'accord. Voilà. Ok. Du coup, hein, tu sauras, prochain premier de l'an, on verra le pont de Sydney, je te le dis moi. Passons à l'Allemagne avec le pont du diable. Alors, il y a plusieurs ponts du diable dans le monde, mais je voudrais parler du Rakotsbrücke, le pont de Rakotz, appelé également Teufelsbrücke. Le pont du diable, on se trouve à Kromlo, à l'extrême est de l'Allemagne, à 2 pas de la frontière avec la Pologne, dans un parc de la Saxe. C'est un petit pont en arche piéton achevé en 1882. Selon la légende, l'architecte aurait fait un pacte avec le démon. Le prix à payer pour un pont en forme d'arche parfaite aurait été qu'aucun être humain ne pourrait jamais le traverser sans tomber dans la damnation. Oh. L'architecte y a donc fait passer un chien en premier. Ouais, ça c'est un truc classique. Ah, j'avais ça. déjà entendu parler de cette histoire-là. J'en ai déjà dans un épisode précédent Ah, sur bah, 5 voilà, cadeaux, c'est pour ça. oui, effectivement. Alors, blague à part, c'est un pont avec une vraie touche architecturale. Il a vraiment un petit peu un côté ésotérique, un peu démoniaque. Il y a des Ouais. pics qui sortent. C'est Oh. voilà, un peu du chaos, tu vois ce que je veux dire. Mhm. Et c'est surtout grâce à son arche parfaitement ronde qui permet une réflexion du pont parfaitement ronde aussi. Donc, quand tu le regardes de côté, ça forme un cercle parfait dans l'eau avec l'arche. Le rêve humide de tout influenceur. T'as déjà entendu parler de ça ou pas? Ouais, ça me dit quelque chose, ouais, effectivement. Ouais, si tu tapes Pont du Diable, c'est le premier truc qui Ouais, sort ouais. en général. Non, mais surtout quand tu m'as parlé du du rond, parfaitement rond avec la réflexion et tout le bazar là, ça m'a parlé du coup. Ouais, c'est ça. Ouais, Hein. ouais. Le Ponte dei Sospiri, le pont des soupirs. Ça, tu sais où c'est? À Venise. Exactement, c'est à Venise. Alors, c'est un petit pont pénitentiaire qui reliait les bureaux du gouvernement à une prison voisine. Considéré à l'origine comme le dernier point d'où les prisonniers vénitiens pouvaient admirer la beauté de la ville avant d'être exécutés. Oh là là, ils sont sympas Ils quand sont même. cool quand même. Hein. Ce pont est aujourd'hui associé au mythe touristique de l'amour éternel. Ah, Ironique. c'est clair. Ah, forcément, c'est un peu le passage Les obligé. Italiens ont également le sens de l'humour. Hein. Ah ouais, bah eux ils aiment bien rigoler. Ah ouais, ça c'est clair. Le viaduc de Millau. J'en ai un petit peu parlé plus tôt, donc c'est un fameux pont à Auban. C'est le pont autoroutier avec l'ensemble pile-pylône le plus haut du monde, culminant à 343 mètres. En comparaison, l'Empire State Building, c'est 381 mètres. Donc c'est très 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 haut. Hein. Ah ouais, là. Ouais. Et comme ils disent sur la page d'accueil du site viaducdemillau.com, un ouvrage, un patrimoine, transparence, simplicité, élégance.
Moi, je suis vendu là. Made Moi, je in suis France. vendu. J'ai envie de payer le péage pour le traverser. Le pont de Térénèse. Ah, alors là, celui-là, je vais pas te demander de fact parce que je suis pas sûr que tu saches où il se Non, ça me trouve. parle pas, non. Là, là, c'est la description de Wikipédia, je la trouve absolument parfaite, je n'ai rien changé. Le pont de Térénèse enjambe l'Aulne entre Argol et Rosnoën sur la route départementale 791 qui relie Crozon au Fou. Il est situé dans le Finistère et est considéré comme un élément essentiel de désenclavement pour la presqu'île de Crozon, évitant un détour de 47 km via Châtelain afin de rejoindre le Nord Finistère. On n'a pas construit ce pont pour rien. Tu vas te dire, bon ok, c'est juste un pont quelque part à côté de la presqu'île de Crozon, mais pas uniquement. L'ouvrage a été récompensé en 2013 par la World Infrastructure Award et en 2014 par le prix du plus bel ouvrage d'art remis par la Fédération internationale du béton. La barge. Alors, et en fait, il détient le record du monde de portance en courbe et sans support, parce qu'en fait, c'est un pont à haubans, mais courbé. Oh. Ce qui le rend unique. Eh oui, bravo, le pont de Térénèse. Il y a également une bière qui s'appelle la Térénèse et qui est au blé noir, mais que personnellement, je trouve dégueulasse. Pour finir... C'est dommage, on peut pas tout On avoir. peut pas tout avoir. Pour finir, je terminerai avec le pont Laguna Garden. C'est un pont en Uruguay qui a été construit pour relier en gros une lagune au continent. J'en ai entendu parler il y a pas longtemps de ce pont-là. Tu as vu bah vas-y alors. Bah alors, je sais pas si on parle du même, mais c'est un pont où il y a eu une grosse polémique parce que notamment il devait traverser une zone humide ou un truc comme ça. Et les habitants se sont plaints du truc, et pour freiner la circulation, ils ont fait un rond-point dessus, c'est ça? Ou quelque chose comme ça? Quasiment. Quasiment? Alors vas-y, Non, je veux pas te voler le sujet. Non, c'est quasiment ça. C'est que c'était aussi parce qu'ils voulaient pas avoir un gros trafic en fait qui arrive, ouais. et surtout ils voulaient pas que ce trafic génère du bruit pour gêner l'écosystème, etc. Voilà. Du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'au lieu de faire un pont avec donc une voie de chaque côté, bah ils ont fait que ces voies sont circulaires. Donc ça oblige les gens à rouler lentement. Voilà, donc ça fait un pont qui a plutôt une belle gueule, c'est un pont rond. Oui, C'est un effectivement, pont, ouais. Donc voilà, je trouve ça très intéressant. Mais oui, Parce que non, mais c'est important j'ai de trouvé que souligner. le sujet était pas mal. Pas ton sujet qui est excessivement Non, intéressant. mais je te remercie évidemment, et d'ailleurs j'arrive à son terme. Déjà. Et oui, d'ailleurs, je vais le terminer sur une citation de Sir Isaac Newton. Les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts. D'ailleurs, c'est beau, putain. Et je pense que le personnage de ton sujet, il a dû en faire péter pas mal des ponts pour ses conquêtes militaires, non? Ah, y a moyen. Napoléon! Des personnalités connues, ce n'est pas ce qui manque en France. Que ce soit dans la littérature, la philosophie, la politique, la médecine, la religion, la mode, la chanson, la gastronomie, la bande dessinée, la poésie, le cinéma, le nucléaire ou encore les méthodes de mise à mort, c'est simple, il y aura toujours un Français ou une Française pour venir se hisser dans le classement mondial. Et alors, la personnalité qui est sûrement la plus connue, c'est évidemment Napoléon Ier, Napoléoné, dit Buonaparte, à l'état civil. Avec Jésus, rien de moins, Nelson Mandela et Marie-Antoinette, il fait partie des personnages historiques les plus interprétés au cinéma. En effet, au moins 700 films lui seraient consacrés. Vache! C'est pas mal quand même, hein. Ok. Et alors évidemment, un grand nombre d'acteurs l'ont interprété. Et alors, mon cher Goth, lequel de ces acteurs n'a jamais joué Napoléon au cinéma? Attention, il y a un piège. Est-ce Sans blague. Marlon Brando? Est-ce Christian Clavier? Est-ce Volodymyr Zelensky? Ou est-ce Ian Holm? T'as le droit de me... Si tu sais pas, les gars, t'as le droit de me demander, genre dans quel film ou qu'est-ce qu'ils font dans leur vie. De toute façon, Volodymyr Zelensky, c'est celui qui est en pleine guerre contre un tyran. Il y a Christian Clavier, je sais qu'il a interprété Napoléon. Et Ian Holm, il joue l'androïde dans Alien. Bilbon dans Le Seigneur des Anneaux. Il joue le prêtre dans Le Cinquième Élément. Voilà, donc Ah oui, c'est lui qui joue Bilbo aussi, oui. Effectivement. Et donc le premier, c'était Marlon Brando. Et je dirais que c'est Marlon Brando. Et alors justement, donc il y avait un piège car tous ces acteurs l'ont interprété. Oui, mais non, mais enfin forcément. C'est ça, mais voilà. Mais quand il faut voir on joue avec des dépipés, forcément, on n'y arrive pas. Il faut voir en dehors du cadre, mon gars. Ok. Mais un peu déçu. Ah ouais, mais bon voilà. Mais on peut également donc nommer Alain Chabat, qui l'a interprété dans La Nuit au musée. Tu sais le film avec Ben Stiller.
Mais j'ai jamais vu Alain Chabat dans la nuit au Bah musée. si, il interprète Napoléon, mais on le voit quoi 2 minutes à l'écran, c'est tout quoi. Mais Ok. c'est bien Alain Ah ouais, Chabat. c'est un caméo à ce stade. Plus Ah bah que- oui, bah, bien sûr, évidemment. ok, ouais. Ou encore Joaquin Phoenix, donc dans la dernière adaptation de 2023 réalisée par Ridley Scott. Tu l'as vu? Non, mais Moi non plus. ouais. Je regarderai un jour. Non, mais en fait, c'est parce que je savais que t'allais faire ce sujet. Je me suis dit, ouais, pourquoi je m'emmerderais. Allez. Et alors concernant Volodymyr Zelensky, il fut effectivement, avant de devenir président de l'Ukraine, acteur de cinéma et comique aussi. Et il interprétera donc bien Napoléon dans un film parodique russe sorti en 2012, donc c'était avant qu'il y ait la guerre, tout Ouais, ça. bien sûr. Ouais. Ouais. Du nom de, alors je vais essayer de le dire, de Rieski Protiv Napoleonace, qui est traduit par Caporal versus Napoléon dans la version française. Ok. Alors, Alors- je préfère la version originale. Hein. Ouais, c'est vrai. plus classe, Tu veux hein. dire Rieski Protiv Napoleonace? Oui. Ouais. Alors rien d'étonnant à ce que les Russes ne dépeignent pas Napoléon sous son meilleur jour, hein, rapport à la guerre, tout ça, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Mais alors, Napoléon, c'est qui? Né donc, comme dit plus tôt, sous le nom de Napoleone di Buonaparte, il naît le 15 août 1769 à Ajaccio en Corse, dont les parents sont des notables, corses donc, mais ne sont pas des gens riches pour autant. Ceci dit, les Bonaparte arriveront sur le continent en 1778, où Napoléon intégrera le collège d'Autun, où la légende dit que Napoléon y aurait appris le français en 3 mois, car il ne parlait auparavant qu'un dialecte corse. Fou. Ouais, après les enfants, ça apprend vite. Hein. Bah, ouais, mais bon, il avait 9 ans. Donc, Ouais, 9 ans, t'absorbes vite quand même. Hein. Ouais. Attends. Napoléon. T'envoles pas là. Laisse-moi le temps. Napoléon sera ensuite admis à l'école royale militaire de Brionne-les-Châteaux, où il y étudiera 5 ans. Il y souffrira de solitude et également de moquerie en raison de son fort accent et de ses fautes de langage constantes. Donc apparemment, Napoléon ne parlait pas très bien le français. C'est assez étonnant. Au début, tout du moins. Ouais, mais il gardera un accent apparemment corse toute sa vie. Ouais. La légende de l'enfant prodige est donc mise à mal. Parce que bon, souvent on imagine que c'est l'image du self-made man, tout ça, le mec qui s'est fait tout seul. Ouais, Mais Donald bon, Trump, quoi. Ouais, voilà, Ouais, exactement. Ce ouais. genre de mec bien, ouais. Exactement. Ouais. Quoi qu'il en soit, en 1784, Napoléon a 15 ans et il arrive à Paris où il intègre la compagnie des cadets gentilshommes de l'école militaire. Cette compagnie dispense une formation militaire, des cours d'escrime et de danse, mais aussi de mathématiques, de fortification, de dessin et d'allemand bien entendu, pour donner des ordres, tu sais. Oui. Un peu plus d'1 an plus tard, il est admis en tant que sous-lieutenant à l'examen de l'artillerie et intègre le régiment d'infanterie de la Fère. En 1789, Napoléon a 19 ans, quand la Révolution française éclate. Pourquoi la faire? La Fère, F-E-R-E, je sais pas, j'ai pas regardé. Est-ce que tu crois que leur slogan c'était c'est à nous de le faire? Peut-être. Ouais. J'en ai rien à faire. On peut en faire plein comme ça. J'aime mais- le faire. J'aime le faire. C'est pas mon affaire. Ouais, Bon, on fait vas-y, encore vas-y. combien comme ça, là? Donc, en 1789, quand la Révolution française éclate, donc, Napoléon a 19 ans, et il est, à ce moment-là, lieutenant. Il est commandé, notamment, de réprimer une émeute de la faim qui a lieu à Auxerre, puis, à la suite d'une permission qu'il obtiendra, il retournera sur son île natale, où des conflits claniques ont alors lieu entre monarchistes et révolutionnaires. Napoléon est à ce moment-là plutôt en faveur de l'insurrection, et la famille Bonaparte sera prise pour cible et contrainte de quitter l'île. Il gardera une rancœur envers les Corses toute sa vie, dont il dira d'ailleurs « La Corse n'est pour la France qu'un inconvénient, une verrue qu'elle a sur le visage ». Voilà, c'est à remettre dans son contexte. Oui, hein. oui, on est d'accord, on n'a rien contre vous les ouais, Corses. bien hein. sûr, oui. C'est Mais de bon, l'histoire, voilà. hein, c'est de l'histoire. La famille Bonaparte arrive alors à Toulon en 1793, puis va à Marseille. Mais Napoléon sera alors commandé en tant que capitaine d'artillerie, donc tu vois, il a quand même une ascension assez fulgurante dans l'armée. Hein. Ouais, il va vite, hein. Ouais, et il perd pas de temps. Ouais. Où il est donc commandé d'organiser le siège de Toulon, qui est alors tenu par des royalistes, et dont il sort victorieux. On est en quelle année, là? On est en 1793. Ah ouais, d'accord, donc on est plutôt Donc là, au il niveau a de la terreur, là. il a 23 ans. Donc on est vraiment vers la fin de la Révolution, enfin Ouais, vraiment... ouais.
Et donc, à ce moment-là, donc suite à sa victoire lors du siège de Toulon, dont il sort donc victorieux évidemment, il commence à se faire déjà une solide réputation. Et 2 ans plus tard, il matera l'insurrection royaliste de Paris. Et donc à partir de ce moment-là, son ascension est inévitable. Il mène ensuite les campagnes successives d'Italie et d'Égypte, dont il revient victorieux, et fomente alors le coup d'État du 18 Brumaire 1799, car à ce moment-là, c'était le calendrier révolutionnaire qui avait laissé j'allais te tomber demander, mais de quoi tu parles? Brumaire, ouais, c'était le calendrier révolutionnaire, parce qu'ils avaient, qu'ils avaient changé, ouais. Et donc du 18 Brumaire 1789 qui intronise Napoléon en tant que premier consul. La constitution de l'an 8 du calendrier révolutionnaire met en place donc un pouvoir autocratique. Après une victoire sur l'archiduc d'Autriche et des accords de paix négociés avec les Anglais, les Turcs et les Russes, Napoléon porte alors son ambition sur l'Amérique avec Saint-Domingue et ensuite la Louisiane. Et petit aparté, lors d'une visite à la Nouvelle-Orléans, moi je suis allé dans un bar, enfin un bar-restaurant, qui était la demeure de villégiature de Napoléon quand il venait aux États-Unis. Au moment où la Louisiane appartenait encore à la France. Ouais, mais d'après ce que j'ai lu en plus, par contre, souvent t'as tous les vieux nostalgiques et tout, ouais, mais une partie de l'Amérique était française, ça a duré que quelques années en vrai. Ouais. Par contre, c'était un bon morceau. Hein. Ah bah oui, c'était la Louisiane, c'est quand même colossal. Hein. Bah ouais, mais sauf que là, ça allait jusqu'à la frontière nord. Donc c'était vraiment une bande de plusieurs centaines de kilomètres de long qui allait de la Louisiane au Minnesota. Ouais, c'est clair. Mais bon, après, ça a pas duré longtemps. Ils ont pas eu le temps de. Puis bon, je pense que ça devait coûter beaucoup trop cher, surtout à administrer. Enfin, tu vois la taille du truc. Enfin, c'est clair. Quoi qu'il en soit, en 1804, Napoléon s'autoproclame empereur. Et parce que je suis empereur de toute façon. Bah ouais. Moi, c'est moi le meilleur de toute façon. Ouais. Et autant dire, Napoléon fait un gros flex sur les pouvoirs alors en place en Europe, que ce soit les autres monarchies européennes ou encore l'Église, alors généralement considérée comme intouchable et sacrée par les pouvoirs chrétiens. Le fameux tableau peint intitulé Le Sacre de Napoléon, est aujourd'hui exposé au Louvre, le montre bien. Sur la toile, on voit notamment Napoléon tournant le dos et surplombant le pape, qui couronne lui-même son épouse, Joséphine de Beauharnais, comme pour symboliser que Napoléon est au-dessus de tout, même du pape. Et alors, petite question pour toi, mon cher Goth, et cette fois-ci, il n'y aura pas de piège, je te promets. Je te remercie. Comment s'appelait le peintre à l'origine de cette œuvre ? Est-ce Louis-David Jacques ? Est-ce Jean-Louis David ? Est-ce Jacques-Louis David ? Ou est-ce John David ? Ok. Alors, à l'évidence, ce n'est pas Jean-Louis David. Même si j'ai plus de cheveux, je sais que c'est pas Jean-Louis David. C'est pas John David non plus. Et donc les derniers, c'est... Donc les deux autres, c'est Louis-David Jacques ou Jacques-Louis David. C'est Jacques-Louis David. Et c'est une très bonne réponse. Allez, bah oui, mais en même temps, parce que souvent, je rajoute ma petite... vas-y, souvent, le tableau du couronnement de Napoléon, on dit que c'est le couronnement, le sac de Napoléon par David. Donc, en fait, juste par élimination, je me suis dit, bon, si c'est le dernier, c'est que... Oui, c'était pas le sac de Napoléon par Jacques. Par Jacques, ouais. Ça se saurait. Ouais, c'est sûr. Ça se saurait. Évidemment, t'as tout à fait raison. Donc, Jean-Louis David, c'est évidemment le coiffeur préféré des Français. Et John David, c'était un participant à la saison 2 de Secret Story, vieille émission de télé-réalité de l'époque. Ah, et puis on est parfaitement dans le thème, là. Hein. Ah bah, absolument, ouais. absolument. Et effectivement, donc l'œuvre sera commandée à Jacques-Louis David. C'est évidemment une œuvre de propagande afin d'asseoir le pouvoir impérial et d'inscrire le sacre de Napoléon dans la postérité. Voilà. L'année suivante, et suite à un échec de paix avec le Royaume-Uni, Napoléon met alors... Excuse-moi, t'as dit échec de paix, et moi j'ai pensé à un autre genre d'échec de paix. Je t'en supplie, continue. Donc suite à un échec de paix, PAIX, avec le Royaume-Uni, Napoléon met alors en place un plan afin de définitivement défaire son rival. Le plan est d'envahir le Royaume-Uni, mais la bataille de Trafalgar, que le Royaume-Uni contrôle, mettra un terme définitif à cette ambition. La flotte britannique, commandée par l'amiral Nelson à sa tête, détruira
quasiment intégralement la flotte franco-espagnole, alors formée, et la même année, il sera cependant par contre victorieux à la bataille d'Austerlitz, face qu'il opposait à l'Autriche et à la Russie. Donc tu vois, victoire, défaite, tout ça quoi. Ouais, genre j'ai perdu là, mais j'ai gagné là, Voilà. ça s'annule. Allez, c'est bon. C'est ça. En 1806, il décide d'envers l'Espagne, puis le Portugal, afin de forcer cette dernière à faire appliquer un embargo visant les Britanniques. Ouais, Napoléon il a vraiment envie de faire chier les Britanniques. Ouais, bah après techniquement et historiquement, les Britanniques sont nos ennemis héréditaires. Hein. Ah ouais, on a ouais. quasiment tout, enfin, on a été longtemps On en s'est guerre toujours contre tapé eux, quand même. contre eux, ouais. Voilà, C'est donc sûr. bon, lui il faisait juste que poursuivre la trend en fait, en Ouais, quelque sorte. exactement, ouais. Une trend, Ouais, exactement. C'est ouais. rien de plus qu'une trend. Les forces napoléoniennes étant en Espagne, donc, les Espagnols n'entendent pas de ce mot-là et commence alors la guerre d'Espagne. Les patriotes espagnols, aidés par les Britanniques et les Portugais, bouteront les Français hors de l'Espagne. Ce conflit fut meurtrier et le peintre Francisco Goya immortalisera la violence de cette guerre dans ses peintures, notamment celle titrée 13 de Mayo. Je sais pas si ça te parle. Ah non, pas du C'est tout. c'est un tableau où tu vois en fait des patriotes espagnols, donc tu sais à genoux, en train de supplier des troupes napoléoniennes de ne pas leur tirer dessus, et eux sont en train littéralement de les exécuter quoi. Mhm. Donc c'est pas très folichon quoi. Ouais, bof, ouais. En 1809, Napoléon sort victorieux de la bataille de Wagram contre l'Autriche de peu et scelle une alliance avec la nation vaincue en épousant l'archiduchesse Marie-Louise d'Autriche, qui lui donnera un fils. Donc il s'était divorcé de Joséphine avant. Ah, donc il n'y a pas eu de tromperie. De quoi? De Joséphine? Oui. Ah si, elle a batifolé pendant les campagnes notamment de C'est vrai qu'il était d'Italie quand même pas et- souvent à la maison. Hein, Non, pas trop. Mais ouais. lui, il aimait bien faire la guerre, lui. Oui, il aime bien la guerre. C'est- Il aime bien la c'est guerre. guerre Ouais, qu'il il aime bien aime la bien, guerre. tu vois. Ouais, Bon, en tout cas, exactement. par contre, ton récit est très très intéressant. Merci. J'ai un peu l'impression des fois de dégrainer, tu vois, les dates et de dire la non, guerre, mais en même la temps, bataille. si tu veux, souvent la vie de Napoléon, c'est une encyclopédie le truc, donc Ouais. voilà. C'est clair. Ouais. Et là, j'essaie vraiment de faire un notamment, condensé. Guerre et paix, je crois que ça parle des guerres napoléoniennes. il Oui, me semble. exactement, tout à Voilà, fait. Ouais, tu vois le pavé. Ouais, c'est clair. Bon, Ouais. Et paix, évidemment. Hein, guerre, P-A-I-X, on entend bien, ouais, hein de cette paix-là. Ouais, évidemment, Guerre et ça- paix. Ah, la maturité. Ah. Allez, je t'en bref. Oui, revenons-en à nos moutons. À ce moment-là, donc suite à sa victoire face à l'Autriche en 1809 et avec son mariage avec l'archiduchesse Marie-Louise d'Autriche, l'empire est alors à son apogée. Mais ça ne durera qu'un temps, car les campagnes de Russie et d'Allemagne en 1812, où les Russes appliqueront notamment la politique de la terre brûlée et iront même jusqu'à incendier Moscou afin de ne rien laisser aux troupes napoléoniennes, forcera donc l'armée à battre en retraite, littéralement. Cette campagne infructueuse se soldera par des centaines de milliers de morts pour l'armée napoléonienne, qui est presque réduite à néant. C'est-à-dire, donc, ils étaient plusieurs centaines de milliers à l'aller, au retour, et quand ils ont traversé la Bérésina, d'où l'expression, ils n'étaient plus qu'une dizaine de milliers, quoi. Ah ouais, ça a été une fessée. Hein. Ah Cette ouais, campagne-là, Mais pas tant du fait des conflits, en fait. Mais c'est surtout la marche qui a été excessivement et les longue. conditions climatiques. Les conditions climatiques, et surtout, la politique de la terre brûlée menée par les Russes, quoi. Mhm. Qui ont fait qu'en fait, les soldats avaient rien à bouffer, quoi. Et ils sont tombés malades et Ah tout non, ça, quoi. ils mangeaient leurs chevaux, il y a même eu des cas de cannibalisme. Oui, ça m'étonne pas trop en soi. Fun. Fun. Là, t'aimes moins la guerre déjà. Là. Ah ouais, Voilà, tout de c'est, suite, ouais. L'Empire donc est clairement affaibli, hein, et ses rivaux le savent. Le Royaume-Uni, l'Empire russe, le Royaume de Prusse et l'Empire d'Autriche forment alors une alliance en 1814 et font tomber Paris, et Napoléon est forcé à abdiquer en avril. Il est exilé sur l'île d'Elbe, mais il revient moins d'un an plus tard avec la complicité de personnes lui étant restées loyales, et même les armées envoyées pour l'arrêter s'inclinent et lui jurent alors fidélité. Napoléon est alors remis en place le 20 mars 1815, le calendrier révolutionnaire avait été abandonné à ce moment-là, et commence alors la période dite des 100 jours. Les nations rivales ne l'entendent pas ainsi, et dès le 18 juin 1815 a lieu la bataille de Waterloo. La défaite est malgré tout inévitable, en partie due à de graves erreurs stratégiques. Napoléon Ier abdique une seconde fois le 22 juin 1815,
et où il sera exilé sur l'île de Sainte-Hélène. Ouais, en même temps, à ce moment-là aussi, je pense que l'Empire était à genoux, quoi. Enfin, non, mais bon... C'était pas vraiment le moment de repartir en guerre, quoi. Ouais, non, c'est clair. Clairement. C'est clair. En fait, le truc, c'est qu'il a essayé pendant ces 100 jours, Napoléon, d'avoir une approche assez pacifique, où il a essayé de conclure des accords de paix avec toutes ces nations. Mais en fait, ses ennemis, en fait, disent, non. Non, mais que dalle, mon gars. En fait, non, tu fais chier, ça quoi. fait des décennies que tu nous T'as emmerdes. mis l'Europe à feu à sang, mon gars, ça va Ouais, pas se c'est passer ça. comme ça. Et donc, il est exilé sur l'île de Sainte-Hélène, pardon, et il y mourut 6 ans plus tard, le 5 mai 1821, d'un cancer de l'estomac. Mais apparemment, ça, il y a débat là-dessus, c'est pas tout à fait clair, il y a d'autres raisons aussi qui pourraient être la cause de sa mort, mais plus Mais je crois vraisemblablement... qu'à dire qu'à ce sujet, son corps a déjà été exhumé 2 fois. Pour faire des justement des nouveaux relevés, des sortes de post-mortem pour alors moi ce que j'ai lu par contre, c'est là que ça me paraît bizarre ce que tu me dis, c'est que moi je crois que il a été brûlé, Napoléon. Ah bah non, parce qu'il repose aux Invalides. Ouais, c'est ses cendres. Ah, c'est ses cendres. Ouais. Ah d'accord. Ah bah écoute mais alors j'ai pas creusé le sujet, donc du coup on fera un addendum dans un prochain épisode. Exactement, ouais. Donc au travers de la vie de Napoléon, c'est un peu comme le JT des nuls. En mode, dimanche, la guerre, lundi, la guerre, mardi, la guerre, mercredi, la guerre, jeudi, la guerre, vendredi, la guerre, samedi, la guerre. Bon voilà, on a parlé de la guerre. Faut bien l'admettre, sa vie a été rythmée par... La guerre. La guerre, exactement, tu suis. Et qu'il a, pour une bonne partie, lui-même créé. Le serpent qui se mord la queue, un peu peut-être, hein. Qu'on appelle également l'Ouroboros. Exactement. Oh là là, mais cette culture. Non mais là, je ponctue là. Tu me fous droit. Mais à part la guerre, que nous a-t-il légué ? Eh bien, pas mal de choses. Faut quand même bien le reconnaître. Hein. Déjà, par rapport à la structure du gouvernement en France, c'est lui qui est à l'origine du Conseil d'État, ainsi que le Sénat. Rien que ça déjà. C'est également lui qui est à l'origine de la Banque de France et des préfectures. C'est lui aussi qui a créé le lycée ainsi que le bac. Et c'est lui qui réformera la justice pour créer les cours d'appel et de cassation. Ah ouais. Le mec prolifique. Non, hein, mais quand de toute même, façon, depuis le début de ton récit, clairement, il était drivé. Hein. Ah ouais, non, mais lui, il avait Napoléon était drivé. Il avait une vista. Je pense que lui, il aurait adoré avoir un tableau Excel. C'est peut-être ce qui lui a manqué d'ailleurs. Ah là, et t'imagines s'il avait eu ça ? Ouais. Pouh, là. Ouais, bah, c'est clair. Mais empereur de la galaxie. Ah mais Rien ne l'aurait arrêté. Peut-être plus important encore, c'est lui qui a créé le Code civil français, qui sera largement repris par la suite dans le monde entier, et ce qui constitue un apport majeur au domaine judiciaire dans le monde entier. T'allais dire quelque chose ? non, mais j'ai peur de te couper l'arbre sous le pied. Je pense pour me rappeler que c'est également lui qui a inventé le passeport. Ah ouais ? Ouais. Alors j'ai pas vu ça par contre. À la base, c'était un document qui était délivré par l'État et qui te permettait d'embarquer sur des bateaux, ou non, justement de descendre à quai sans qu'on te pose de questions en fait. Parce que ça indiquait directement qui t'étais, d'où tu venais, et du coup, passeport. Ce qui paraît logique. Et il me semble que c'est Napoléon qui l'a mis en place, mais je peux me tromper. En même temps, il a fait tellement de trucs, c'est pas impossible. Hein. Effectivement. Mais ça ne s'arrête pas là, hein, parce que non seulement il a fait des trucs au niveau administratif et tout ça, et en termes de structure de gouvernement, mais il a également bossé dans l'architecture. Ouais, le mec un peu touche à tout, tu vois. Il est énervant. Parce que il est chiant. Ouais, le il est gars, chiant, hein. ouais. Et on peut compter par exemple l'Arc de Triomphe à Paris, oui, bien sûr. l'église de la Madeleine, la colonne Vendôme, le palais d'Orsay, le pont des Arts, le pont d'Austerlitz et le pont d'Iéna, le jardin des plantes, la rue de Rivoli, le cimetière du Père-Lachaise, j'en passe et des meilleurs. Les abribus, Le métro, McDonald's, les kiosques, les bons Quick, c'est lui. Quick, oui, Bah à oui. la base c'est lui, ouais. Ouais, et on est d'accord. Et en dehors de Paris, il y a également tout un tas de villes où des places, où des hôtels et des places ont été construits, qui furent ordonnés par Napoléon, même jusqu'à Milan, en Italie. Hein, t'as des constructions qui ont été faites, qui ont été commandées par lui. Donc voilà. Hein. Bref, qu'on l'admire ou qu'on le déteste, Napoléon eut une influence et un impact sur le monde qui ne fait aucun doute. Il transformera profondément la France et une bonne partie des institutions que nous utilisons aujourd'hui et qui lui sont donc directement imputables. Je n'ai pas de chute. Je terminerai donc par une blague bien nulle.
C'est Napoléon qui rentre dans une auberge après avoir perdu à Waterloo. Il s'avance et dit à l'aubergiste « Monsieur, nous sommes vaincus. » L'aubergiste de lui répondre « Ça tombe mal, je n'ai que 19 chaises. » T'as capté ou quoi? Excellent, mais parce que c'est des culs. C'est un cul, donc sur ça c'est ouais, il y a que 19. Les culs, mon gars. Dans ton culture. Et nous voilà dans le vrac de l'émission, le moment où on partage avec Sam les aspects de nos sujets qu'on n'a pas forcément développés pendant nos recherches et où on débriefe de manière intelligente. Alors du coup, de quoi n'as-tu pas parlé par rapport à Napoléon durant ton récit? Bah, avant de parler de Joséphine de Beauharnais, je vais vraiment en parler vite fait parce que cette dame, elle mérite un sujet entier. Hein. Ce serait pas lui faire honneur que juste l'aborder dans le vrac. Mais c'est 2 idées reçues qu'il y avait sur Napoléon. La première, c'était que il serait petit. Et en fait, contrairement aux idées reçues, donc selon les standards de taille des hommes de l'époque en Europe, bah en fait, il était plutôt grand. En fait, il mesurait 1m69. Ce qui est correct pour l'époque, je pense. Bah ouais, parce que je crois que la moyenne de taille c'était 1m65, donc il était plutôt dans la courbe haute. Donc quoi. vraiment rien à dire quoi. Ouais, voilà. Quoi. Ouais. Et ensuite, autre idée reçue, le fait, tu sais qu'il avait souvent sa main. Oui. Et en fait, selon l'idée reçue, que ça aurait été pour calmer des douleurs, tu sais, en appuyant son corps, mais en fait pas du tout. Ah. C'était souvent une posture que les notables, les hommes notamment, se portaient comme ça en fait. C'était genre pour faire stylé quoi en gros quoi. Ah ouais d'accord ouais. Ouais parce qu'en fait sur juste plein de une pause, tableaux, quoi. Sur plein de tableaux en fait de l'époque de la même époque, tu peux voir il y a plein d'hommes qui sont tous comme ça. Tu vois, avec leurs mains dans leur veston. Il a rien ça, inventé, en fait. Donc, non, il a rien inventé. Et puis surtout, bah, en fait, il avait pas, a priori, c'était pas pour genre se appuyer sur son foie parce que genre il avait bu trop de Ricard. Parce qu'en plus, la veille. c'est complètement contre-productif parce que du coup, ça le montrerait comme quelqu'un de faible. Et quand t'es empereur, t'as pas forcément envie de ça, quoi. Exactement. Ouais. Oh là là, mais j'avais pas pensé à ça, mais c'est tout à fait vrai. Et toi alors sur les ponts ou Napoléon? Bah écoute, si on reste sur Napoléon, moi je voudrais parler d'un livre qui s'appelle Bérésina que j'ai lu il y a une certaine époque. Où ces deux auteurs qui, pour le fun, hein, vraiment pour le fun, ils partent de Paris pour rejoindre Moscou sur des Ourals. Et les Ourals, c'est des motos, je crois, des années 50, des années 60 russes. C'est des espèces de trucs qui dépassent pas les 60 km/h et qui tombent en panne tout le temps. Ouais. Et en fait, ils font tout le trajet qu'a fait Napoléon avec son armée à l'époque et ils retracent au fur et à mesure tous les événements, quoi. Ouais. Et effectivement, la Bérésina, ça a été une énorme fessée qui se sont pris par les Russes. C'est d'ailleurs de là que vient cette expression. Bah oui. Et le bouquin est très très intéressant, il est pas très épais, franchement je le conseille. Okay. C'est donc Bérésina, allez-y. Et bon bah sur Napoléon, il y a évidemment ce fameux truc que genre je crois que c'est toujours inscrit dans la loi qu'il est interdit d'appeler un cochon Napoléon. Oui, ouais. Parce que lui il voulait pas. Voilà. Donc techniquement, si vous avez un cochon domestique et que vous l'appelez Napoléon, c'est répréhensible. Voilà. Bah c'est pour ça que d'ailleurs dans La ferme des animaux de George Orwell, l'un des cochons s'appelle Napoléon. Oh comment il la provoque le mec. Mais bon, c'était un anglais. Mais voilà, mais c'est ça. Ouais. Ah mais des fions comme ça là. Des petites crottes de nez là. Tiens, prends-toi ça là. Et est-ce que toi tu as quelque chose à dire sur les ponts J'étais très étonné que tu n'aies pas parlé du pont d'Avignon quoi. Ah ouais, alors ça alors tu sais quoi, je vais te dire pourquoi. Parce que c'est pas un vrai pont. Est-ce que tu as déjà vu le pont d'Avignon? Bah en photo quoi. Il s'arrête au milieu de la rivière. Ah ouais? Eh ouais. Comment ça il s'arrête au il s'arrête au milieu de la rivière. Le pont ne traverse pas la rivière. Mais est-ce que c'est parce qu'il a été démoli et jamais reconstruit depuis? Ça n'a aucune espèce d'importance à mes yeux. Okay. S'il ne traverse pas la rivière, ce n'est pas un pont. D'accord, ok. Bon bah d'accord, donc le demi-pont d'Avignon? C'est comme une crêpe au sucre, ce qui a pas de sucre. Tu vois, c'est pareil. Ok, d'accord. Voilà. Ça fait qu'une crêpe. Exactement. D'accord, ok. Et sinon, ouais, sur les ponts. Sur les ponts, bah du coup, je vais vraiment te les faire en vrac. Hein. Je n'ai pas parlé du pont de la rivière Kwai, qui est un film très très connu, mais que je n'ai jamais vu. Pareil. Le seul truc que je connais par rapport au pont de la rivière Kwai, c'est issu d'un vieux sketch de Pierre Desproges, où il raconte qu'il a un ami à lui qui a un perroquet, qui siffle la musique du pont de la rivière Kwai, c'est... Ouais. Tu vois, c'est ça. Sauf qu'en fait, le perroquet, il est extrêmement relou, il fait que les 4 premières notes. Il fait... C'est très vite agaçant. Évidemment, voilà. Ouais. Et tout à fait. Voilà, je veux juste parler des proches, juste pour le fun. J'ai pas parlé des ponts de cordes qu'on voit notamment dans Indiana Jones et le Temple Maudit. Les ponts de singes. Les ponts de singes, exactement. Et c'est souvent d'ailleurs un endroit où les gens tombent. Hein. Ouais. Je sais pas si t'as remarqué dans les films, sur ce genre de pont, il y a toujours
une des lattes qui est pétée. Bah, elle est pourrie. Mais elle est toujours en plein milieu. Hein. Bah, évidemment. Toujours. Et puis, ils mettent toujours leurs pieds dedans. Exactement, directement. Ouais. En pleine confiance. Ouais, Tu vois, ouais. ils se disent pas, peut-être qu'il faut faire attention, tu vois. Non. Faire le pont. Bah, faire le pont, Faire mon le gars, pont, bah ça. oui. S'il y a pas un truc qui est bien français, ça. Ouais, et qui nous manque depuis qu'on est en Irlande. Hein. Bah après, nous, l'avantage, c'est qu'en Irlande, quand un jour férié tombe sur un week-end, le lundi est férié. C'est vrai. pas si mal, quand même. C'est pas si mal. C'est pas si mal. Mais c'est vrai que le concept de faire le pont, moi, souvent, moi, je surprends mes collègues ici, quoi. Et bah, fais le pont. Bah, pourquoi? Bah, parce que t'es off le jeudi, donc du coup, le vendredi, tu travailles pas, hein. Bah oui. Ah non, certainement pas. Normal. Mon gars. Le pont des bateaux. C'est des bateaux ont des ponts. Bah oui, évidemment. Un pont supérieur, un pont inférieur, un pont intermédiaire. Ils ont des ponts, quoi. Des fois, voilà. J'ai noté également les camions rouges. Les D'après quoi? toi, pourquoi j'ai noté camions rouges? C'est contrepétri? Non. Non. Les camions rouges. Les camions rouges. Les camions rouges. Hein? Camions rouges. Eh ben, Pimpon. J'ai noté également... Ouais, non, mais là, je suis très très loin dans ce sujet. Ah ouais, je vois, t'as gratté vraiment... J'ai noté également Pont-Aven, Pontivy, Pontarlier, qui sont pas du Évidemment. tout au même endroit, hein, parce que Pont-Aven et Pont-Livy, ça c'est en Bretagne, et Pontarlier, c'est en Franche-Comté. D'accord. Ok. Voilà. Et je n'ai évidemment pas pu parler de tous les ponts du monde. Bah non, évidemment que non. C'est pas possible. Bah évidemment. Pourtant, Évidemment. c'était mon ambition à la base. Hein. Ouais, enfin bon, si on t'aurait dû parler du Halfpenny Bridge de Dublin, du pont C'est de... très intéressant, parce que du coup, il fallait payer un demi-penny pour Oui. aller du nord au sud de Dublin. D'où le nom Halfpenny Bridge. Halfpenny, ouais, mais qui a été du coup raccourci en Halfpenny Bridge. Halfpenny Bridge, ouais. Et le pont qui relie le Danemark à la Suède aussi. C'est le pont de Malmö, c'est pas ça? À ce sujet, je Qui sais pas du est, qui est, bah, il est colossal, il fait plusieurs kilomètres. Centaines de kilomètres Un de long. milliard, mon gars. Exactement. Et juste si, petite anecdote, c'était sur un documentaire Arte que j'avais vu sur les triades chinoises, parce que t'as parlé du pont de Macao, là, c'est ça? Ouais. Et ben, il y avait quand même une anecdote qui était assez fandard dans ce documentaire Arte sur les triades, c'est que, donc, l'ascension des triades dans les années 70-80, c'est eux qui ont notamment créé les studios de production, tu sais, la Golden Harvest, tu sais, les films de Jackie Chan, tout ça. Ouais. Et donc voilà. Et ils faisaient surtout beaucoup de films de triade, tu sais, flics contre malfrats et tout le bordel. Et où l'un des chefs de la triade était lui-même acteur. Il s'était dit, bah moi je veux jouer dans les propres films que je produis. Donc voilà, il était comme ça, le gars, le melon. Et il avait demandé aux autorités donc hongkongaises de privatiser le pont pour tourner une scène d'action. Les autorités lui ont dit bah non. Il a fait bah si. Et et il est arrivé. C'est pas une question en fait. Il est arrivé littéralement avec des jeeps, avec tout un équipage de mecs armés. Ils ont privatisé le pont eux-mêmes pour tourner leur scène d'action. Et ça, c'est un film que tu peux retrouver, une scène que tu peux retrouver dans un film. Mais t'imagines si les t'as mecs, des mecs qui faisaient rien pareil. à foutre, Genre tu sais quoi. les sociétés de production, c'est à Paris, ils bloqueraient des rues entières, mais ils demanderaient à personne. Ah ouais, grave. En mode à l'arrache, quoi. Ah non, c'est fou, quoi. Ah excellent. Excellent, mon gars. Est-ce que t'auras un mot de la fin? Fistule. Eh bien voilà, merci d'avoir passé cette petite heure avec nous. Nous espérons que vous avez passé un bon moment et appris des tas de petites choses pour vous permettre d'impressionner vos beaux-parents et vous rendre très intéressant. Et bien sûr, on vous revient avec une nouvelle émission dans 2 semaines. D'ici là, abonnez-vous sur la plateforme où vous écoutez vos podcasts, mettez-nous 5 étoiles pour nous faire plaisir déjà et nous permettre d'apparaître dans les résultats de recherche. C'est très important. Demandez à vos proches, votre famille, vos beaux-parents, votre plan cul. Il nous faut des étoiles. Toujours plus d'étoiles. Et rendez-vous sur Instagram pour vous mettre au courant de nos prochaines sorties, nous laisser des commentaires et nous soumettre également vos sujets si vous le souhaitez. Et d'ailleurs, à ce sujet... À ce sujet, mon gars, là, vas-y, claque-moi. ouais, incroyable. 5. Il y a même des Petite bafouille. Ah non, mais là, c'est l'intensité. On a mis en place un formulaire pour nous soumettre des sujets. C'est dans les liens sur notre page Insta. N'hésitez pas à le remplir. Ça peut même être anonyme. Il n'y a pas de problème. Mettez-nous tous les sujets que vous voulez que l'on puisse couvrir. Ouais, remplissez-le, ce formulaire, parce que je sais que ça ferait énormément plaisir à Goth. Ouais, parce que j'aime bien, ouais. c'est lui qui l'a fait. Ouais, et j'aime il aime bien les formulaires. Ouais, j'adore les formulaires. Et là-dessus, allez, quel avo les potos. Gros bisous tout le monde, bonne journée.
J'adore quand un plan se déroule sans accroc.